Eh ben, mon Dieu, c'est compliqué de faire une vidéo pour YouTube, hein. Ah, peut-être y arriver un jour. Bonjour à tous déjà. Bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne que je crée à peine, donc ce sera la première vidéo. Je me présente, je m'appelle Rachel, j'ai 23 ans et je crée cette chaîne YouTube dans le but en fait de partager des histoires de vie. Alors qu'est-ce que j'entends par histoire de vie? C'est par le biais d'autobiographies ou d'interviews auprès de personnes ayant vécu des situations compliquées, que ce soit des accidents, des drames de vie en fait, ou tout simplement des maladies, comme là par exemple on va parler aujourd'hui du sujet des TCA, dans le but de pouvoir aider aussi les personnes qui peut-être me regarderont et sont à la recherche de réponses à leurs questions, ou même si toi qui me regardes, tu es l'ami d'une personne qui est un peu dans le flou, ou que tu sais que la situation devient un petit peu compliquée, si tu repères des éléments de ce que je vais te dire qui correspondent à la situation de ton ami ou d'un proche, ou même de ton copain, de ta copine, ou que sais-je, que tu puisses te dire, ah, peut-être qu'il faudra que j'en parle à cette personne, parce que dans cette vidéo, il y a des choses qui sont similaires à sa situation. Je veux vraiment aussi pouvoir donner de la voix aux auteurs ou aux personnes souhaitant s'exprimer, que chacun soit libre de parler et de se libérer aussi peut-être par le biais de mes vidéos d'un poids. Donc voilà, je veux vraiment faire quelque chose d'humain, qu'on soit dans le partage des histoires. Et ce sera avec un grand honneur et un grand plaisir que je vous partagerai toutes les autobiographies que j'aurais pris le temps de travailler déjà, mais également de partir à la rencontre de personnes souhaitant s'exprimer et passer du temps avec elles pour comprendre leur parcours, en espérant qu'en tout cas mon intervention pourra leur faire le plus grand bien. J'ai pas grand chose, j'attends pas grand chose de cette chaîne particulièrement, simplement que dans l'espace commentaire, les échanges soient bienveillants. Je ne veux pas de haine, je veux que chacun soit dans le respect de l'autre, qui qu'il soit ou qui qu'elle soit. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bref, vous m'avez compris. Je veux vraiment que voilà, ce soit dans un contexte et dans un échange sympa, agréable pour tout le monde, et qu'on fasse quelque chose d'un petit peu humain, qu'on parte à la découverte simplement d'histoires assez profondes et touchantes, et qu'on en tire aussi des leçons. Donc, par rapport à cette semaine, j'ai étudié le livre, donc je suis allée en librairie ne sachant pas trop sur quel type d'autobiographie j'allais me lancer, mais je voulais déjà une autobiographie pour lancer un peu la chaîne, et j'ai demandé conseil à ma libraire qui m'a présenté 2 œuvres. Donc j'ai acheté les 2 œuvres et j'ai commencé par la première, celle qui m'inspirait le plus, qui est un livre de Solène Révol, donc qui est une jeune fille étant née le 2 juin 1999, donc elle a un an de moins que moi. Et elle a fait ce journal intime qu'elle a retranscrit en roman qui s'appelle Une petite voix me disait de maigrir encore. Donc par rapport à ce livre, il y a une anecdote, c'est que quand je l'ai travaillé, que je l'ai lu là toute cette semaine, j'ai écouté la musique Anna, donc entre guillemets anorexie, d'Ornella Tempesta, que je vous mettrai en description. Donc le titre, vous pouvez le retrouver très facilement sur toutes les applications d'écoute, sur toutes les plateformes du moins. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui est décrit dans la musique d'Ornella, c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce livre. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les personnes qui subissent l'anorexie mentale, mais c'est comme si Ornella avait mis en chanson tout ce que Solène a vécu, et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc je dis pas que j'ai passé les soirées les plus joyeuses de ma vie à étudier tout ça, parce que forcément, étant un peu empathique, forcément on se met à la place des personnes, on écoute, on comprend leur histoire. Mais en tout cas, c'était très enrichissant pour moi, et je comprends mieux maintenant les personnes de mon entourage qui peuvent être susceptibles d'avoir des TCA, en tout cas. Et vraiment, allez écouter le répertoire d'Ornella, même sans parler forcément de Anna Anorexie. Ornella a traité de plein de sujets, que ce soit sur la mutilation avec ta meilleure amie, sur des sujets comme la solitude, etc., sur des musiques d'amour, même elle a fait des musiques un peu plus entraînantes que ça. Et vraiment, je trouve qu'Ornella a fait un travail super. Vraiment. Et tout comme Solène d'ailleurs, donc sans plus attendre, je vous emmène avec moi pour la découverte du livre de Solène Révol. Une petite voix me disait de maigrir encore. Je vais simplement vous lire le synopsis. Donc le bouquin est pas énorme en soi, il fait 280 pages, il se lit, moi j'ai lu en 3-4 jours.
Et on va découvrir ensemble l'histoire de cette jeune femme qui raconte à travers un journal intime ces moments de souffrance que la maladie lui a fait endurer. Pendant près de 2 ans, Solène connaît l'enfer de l'anorexie. Dans son journal intime, elle raconte ce monstre qui s'invite à chaque repas et l'empêche de se nourrir. Une petite voix obsédante qui lui renvoie l'image d'une fille nulle, énorme, immonde. À force de ténacité, entourée de l'amour des siens et accompagnée par le corps médical, Solène retrouve peu à peu confiance en elle et reprend goût à la vie. Une libération dont cette jeune femme rayonnante, aujourd'hui étudiante, souhaite témoigner pour toutes les autres. Et là aussi, c'est pour que les autres puissent trouver des questions et des réponses, enfin répondre aux questions qu'ils se posent dans son histoire en fait. C'est un livre qui a été très bien écrit, que moi j'ai particulièrement apprécié, et en fait la particularité de son roman, de son autobiographie du moins, c'est que vous allez avoir, vous allez avoir ce type de page en fait. Donc vous avez ce que Solène raconte, et en gras, la petite voix dans la tête, et ce qu'elle peut lui dire en fait, tout simplement. Voilà. Juste aussi un petit détail que j'ai peut-être omis par rapport au montage. Je vais découvrir, je vais apprendre. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. J'ai un petit peu l'impression que je vais découvrir un autre monde, mais je m'améliorerai au fur et à mesure des vidéos. Et puis le décor s'améliorera, donc ne vous inquiétez pas. Et je pense que pour la première vidéo, ce n'est pas le plus important. Partons à la découverte de Solène. Alors, qui est Solène Révol? Dans son passé, juste avant qu'elle ne tombe dans cet enfer qu'est l'anorexie, Solène n'a jamais été vraiment une enfant à problème ou une adolescente à problème. C'était la première de sa classe, elle avait de très bonnes notes, elle se donnait les moyens d'avoir des bonnes notes. Elle était déléguée de sa classe, voire même déléguée du collège, donc de toutes les classes, de tout le collège, a été déléguée au lycée. C'était vraiment la personne qui se donnait les moyens d'y arriver, qui était pour les autres forcément la bosseuse, sûre d'elle. Enfin ça c'est l'image qu'elle donnait aux autres, alors qu'en réalité on va le découvrir, ce n'était pas tant le cas que ça. D'une fille qui contrôle, qui appréciait tout le monde, gentille, à l'écoute, sociable, etc. Tout ça. Dans le passé de Solène, il y avait une histoire qui l'a déjà un petit peu fissurée au niveau mental. C'est son histoire avec son amie qui était, je crois, sa meilleure amie Manon. Et en gros, Solène, déjà au collège, avait un petit peu la cote, comme on dirait, auprès des garçons. Et ces garçons venaient la voir. Et en fait, Solène, pour ne pas avoir à dire non, pour ne pas passer pour la méchante, va dire oui à chaque garçon qui se présente un peu devant elle. Mais ces histoires du coup ne durent pas parce qu'elle dit oui sans forcément de sentiment pour la personne, donc elle enchaîne un petit peu les relations sentimentales qu'on peut avoir à cet âge-là qui ne durent pas en général. Et aux yeux de son amie Manon, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ça fait fille facile et du coup l'amitié pète. Et déjà dans la tête de notre Solène, qui va être la protagoniste principale de cette histoire, c'est déjà une fissure et une cassure. C'est le sentiment d'abandon. Voilà. Donc déjà, on commence à mettre un peu les bases de l'anorexie. Pour décrire Solène physiquement, avant la maladie, c'est une fille qui fait 1m60, donc je suis plus petite qu'elle. Et en gros, elle faisait 52,3 kg, ce qui est à peu près mon poids à moi, et je m'estime pas grosse du tout. Donc imaginez Solène qui est plus grande que moi, vraiment elle était dans un poids de forme tout à fait raisonnable et respectable. Elle avait un IMC très correct. Donc l'IMC c'est l'indice de masse corporelle. En gros ça se calcule sur internet par rapport au poids, à la taille et à l'âge de la personne. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur votre IMC si vous le voulez ou etc. Ça vous indique si vous êtes en poids de forme, en sous-poids, en dénutrition sévère, ou dans les cas inverses, en surpoids, en obésité morbide, etc. Tout ça. Dans le cadre familial, donc Solène a 2 parents, Gilles et Isabelle, qui travaillent tous les deux dans la profession médicale. Donc la profession médicale, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que même à cette époque-là, donc on est en 2014-2015, il y avait déjà beaucoup de demandes, très peu de praticiens, et c'est vrai que les cabinets étaient déjà un petit peu surchargés, donc les personnes travaillant dans ce secteur étaient vite débordées, et les parents travaillaient beaucoup. Dans la famille de Solène, on trouvera également Lucas, 13 ans, son petit frère, qui lui est un enfant qui n'est pas à problème non plus, qui a des bonnes notes, qui a des facilités à avoir ses bonnes notes,
mais qui va pas se déchirer tous les soirs sur ses devoirs pendant 1h30 à apprendre ses leçons. Pour lui, du moment qu'il a 13, 14, 15 de moyenne et qu'il passe à la classe supérieure, tout lui convient, ça lui va, il préfère profiter de sa jeunesse. Et je me retrouve un petit peu dans le cas du cas quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que j'avais des facilités, mais j'allais pas non plus me déchirer, voilà. Donc en soi, on pose les bases de l'histoire. Solène a ses amis, elle est au lycée, elle vit une vie de lycéenne à peu près normale, et nous arrivons donc en 2014, au moment où tout se déclenche et où je vais vous raconter au fur et à mesure l'histoire de la maladie qu'a subie cette jeune femme. Donc j'ai pris une petite note quand même. Au chapitre 1, déjà, elle décrit la volonté de vouloir pas contrôler, mais elle avait une obsession pour les repas d'Inès, qui est une amie de lycée. Et en gros, donc je vous fais la scène, elles sont au self, donc elles mangent entre copines, et Solène commence à regarder le plateau d'Inès, qui ne mange pas forcément tout, ou qui mange un peu moins qu'à l'accoutumée, et commence à regarder ça du coin de l'œil en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle mange pas ?» Et elle commence du coup à comparer son alimentation à elle, avec celle d'Inès. On parle même à Coralie, qui est la plus grande du groupe, en lui disant « Je comprends pas pourquoi Inès ne mange pas, etc. » Ça vient à une obsession, en fait. Et ce qu'elle décrit d'ailleurs très bien dans le chapitre 2. On reste vraiment sur l'obsession du plateau repas d'Inès sur ces 2 premiers chapitres. Au chapitre 3, il y a le délaissement du papa. Donc elle dit ça comme un délaissement. C'est-à-dire que, comme je vous disais il y a 5 secondes, les parents sont dans la profession médicale et le père est débordé de boulot. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, que ce soit au collège, au lycée ou dans la vie professionnelle en général, vous êtes crevé, vous rentrez chez vous le soir, vous avez des journées jusque-là, vous avez votre famille, mais vous les calculez pas forcément énormément parce que vous avez vos préoccupations professionnelles, et vous êtes là et juste vous avez plus la forme et vous êtes un peu maussade parce que vos journées vous prennent la tête. Et c'est un peu ce qui arrive du coup à Gilles. Et Solène à ce moment-là elle vit un petit peu mal. Et a l'impression que les patients de son père sont plus importants qu'elle, donc c'est-à-dire qu'elle est sa propre fille, et elle commence à se dire que son père la délaisse. Voilà, tout simplement. Au chapitre 4, on en vient à l'obsession du contrôle, donc notamment sur les retards. Alors, pour toi qui regardes cette vidéo, admettons, tu es lycéen, on va dire lycéen. Tu prévois ta journée, 7h15 tu te lèves, 8h t'es prêt, 8h15 tu pars au lycée, t'as cours à 9h, jusqu'à midi, tu manges au self, tu reprends à 13h, tu quittes à 17h, tu rentres chez toi, tu te poses, tu fais tes devoirs, tu manges à 20h, tu prends ta douche, tu te couches. Voilà. En gros, une journée type. Pour notre amie Solène, elle a besoin de contrôler ses journées. C'est-à-dire que s'il y a du retard, ou que quelque chose d'imprévu lui arrive, c'est pas que c'est un drame encore à ce moment-là, mais ça lui pèse énormément. Pour toi, qui n'est peut-être pas dans la maladie, tu vas te dire j'ai 15 minutes de retard, ça casse un peu les pieds, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Pour Solène, ça a déjà plus d'importance que ça a plus d'impact. Et donc elle va pouvoir se mettre à contrôler absolument tout. Au chapitre 5, donc Elsa et je ne sais plus quel prénom j'ai noté, heureusement que j'ai mis des numéros sur mes fiches. Donc il y avait Elsa aussi dans le groupe et une copine à l'époque qui, mais on parle de ça d'avant encore, qui ne pouvait pas se voir en peinture, Solène et son amie Inès de mémoire, et les deux les deux groupes ne s'aimaient pas. Et à des moments, je viens de dire, Elsa du coup passait à côté d'Inès et Solène et disait « Oh là là, ça pue ici !» Dans les couloirs du lycée. C'est bête à dire, c'est un petit peu comme un tout petit début d'harcèlement et c'est pas agréable à vivre pour personne. Mais voilà, je crois que ça nous est tous déjà arrivé au collège-lycée de voir cette attitude, de subir cette attitude ou d'en être même le protagoniste. Au chapitre 7, donc on est en juin 2014, et Solène, comme je disais, est toujours dans son poids de forme, à 52,3 kg, et elle se fixe un objectif de 50 kg à atteindre avant l'été. Voilà, il y a des voyages qui sont prévus, donc notamment une espèce de camp de vacances en fait, et une croisière. Elle se dit, je vais perdre les 2,3 kg que j'ai, comme ça je fais 50 kg, ce serait top, et je profite de mes vacances, etc. Tout ça. Au chapitre 8, on est en juillet, moins 1 kg, et c'est un début d'orthorexie, à mon avis. Parce que déjà, elle commence à avoir tout contrôlé, tout calculé.
Un orthorexique, pour ceux qui savent pas ce que c'est une personne qui ne voit que par le sein et le sursein. Les repas doivent être équilibrés, ni trop gras, ni trop sucrés. Encore que le gras et le sucré, c'est quasiment inexistant parfois. Doivent faire du sport. S'ils loupent une séance de sport, ça devient vite un monde dans leur tête. Et je pense qu'à ce moment-là, on tombe sur un début d'orthorexie qui amène à l'anorexie finalement. Et la petite voix commence déjà à s'exprimer en disant « Il n'y a que toi qui manges trop, tu es grosse. Prends-toi ça dans les gencives, ça fait plaisir. » Ensuite, elle arrive à descendre à 49 kilos. Et au chapitre 9, donc Coralie s'exprime sur la dispute qu'elles ont eue justement pendant le camp de vacances. Alors, je répète. Coralie, Inès et Solène partent en camp de vacances. Je crois que c'est en Belgique de mémoire. Et en gros, arrivé dans ce camp de vacances, il y a des groupes qui sont formés, mais des groupes que ce sont les éducateurs qui définissent qui va avec qui et qui sera avec qui tout le reste du séjour. Un séjour d'une semaine, je crois, ou un peu plus. Et donc Coralie et Inès se retrouvent les deux ensemble. Malheureusement pour Solène, elle se retrouve toute seule dans un groupe qu'elle n'aime pas. Et les trois amies ne peuvent que se retrouver qu'1 à 2 heures par jour à l'occasion des repas ou d'activités faites entre groupes, et encore c'est assez rare de ce qu'elle décrit. Donc voilà, elle a un énorme sentiment de solitude. Elle appelle régulièrement le soir ses parents en n'étant pas bien du tout. Et du coup, à un moment, tout ça cumulé, son mal-être, le fait qu'elle mange un peu moins, le fait qu'elle se surveille, qu'elle tombe dans cette orthorexie, anorexie, le fait d'être éloignée de ses amis, ça lui fait péter un plomb. Et quand elle voit Coralie, limite, elle lui fait comprendre que c'est presque sa faute d'être dans le même groupe qu'Inès et qu'elle se retrouve toute seule. Et à ce moment-là, Coralie, elle se dit, mais c'est pas ma pote, ça. Elle aurait jamais réagi comme ça avant. Les deux amis se rabibochent facilement et rapidement, mais déjà, c'est pas une sonnette d'alarme pour Coralie encore à ce moment-là, mais elle se dit, ma pote, elle réagit pas comme ça de base. Donc, ensuite, nous arrivons à la croisière. Alors, petite anecdote personnelle. J'ai déjà fait une croisière sur le Costa Concordia, alias le bateau qui a coulé en 2012 au large des îles italiennes. J'étais dessus 6 mois avant, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas vivre l'accident. Et encore tout mon soutien aux personnes ayant perdu des proches pendant le naufrage. Donc, ce qui se passe, je vous parle de ça pourquoi ? Parce que je sais comment ça fonctionne les croisières. C'est-à-dire que vous allez arriver sur un bateau qui fait la taille de 2 terrains de foot, 9, 10, 11, voire 12 étages de haut, c'est des palaces géants. Vous entrez là-dedans, vous avez toutes les chambres, donc voilà, c'est en général ça démarre au niveau du 5e, 6e étage comme c'était sur le Concordia. Et vous avez restaurant, casino, galerie marchande, théâtre, restaurant encore plus à gogo, enfin vous en avez vraiment partout de la bouffe. Vous avez des dîners spectacles, des salles de fitness, de sport, de machin, des piscines qui sont sur le haut du bateau. Enfin, je sais pas si on peut se rendre compte pour ceux qui n'ont jamais fait de croisière. Regardez, même si vous voulez sur internet, si vous êtes curieux, les vidéos qui parlent du Costa Concordia pour vraiment vous imaginer ce que je suis en train de vous raconter. C'est immense. Moi, j'ai perdu mon grand-père une fois là-dedans comme ça. Et va le retrouver sur un paquebot comme ça. Avec ma mère et ma grand-mère, on l'a pas retrouvé avant peut-être une bonne demi-heure. On a cherché le papier de partout, quoi. Et encore qu'on a eu de la chance de le retrouver. Parce que c'est énorme et que lui était complètement désorienté avec son âge et tout. Enfin bref. Du coup, il y a de la bouffe de partout sur ces bateaux et même dans les restaurants. Parce que ce qui se passe en général, c'est que vous prenez une prestation, donc la prestation de votre chambre et tout, etc. machin. Par tête, ça coûte 800-900 euros. Et vous allez avoir le restaurant compris à l'intérieur, donc pourquoi s'en priver, c'est de l'argent gâché, donc vous allez manger au restaurant, le menu, etc. et tout ça, tout est pris en compte dans la prestation. Et c'est ce qui se passe. Donc, pour Solène, qui est déjà en début d'anorexie mentale, qui voit arriver toute cette nourriture, entrée, plat chaud, fromage, fruits, dessert, boissons, machin, etc. C'est un cataclysme. Et donc du coup, elle fait en sorte que ses repas soient le plus léger possible. Et va se mettre dans les salles de fitness du bateau et courir sur un tapis de course, faire des pompes, des abdos, du gainage, enfin voilà, elle fait vraiment beaucoup de sport et ressort de la croisière à 49 kilos, donc elle a perdu 2 kilos sur le bateau, ce qui moi me semble complètement entre guillemets inside, parce que j'ai jamais vu quelqu'un ressortir du bateau en ayant perdu du poids. Moi j'avais pris du poids quand je suis sortie du bateau, mais j'étais jeune donc je m'en foutais. Voilà. Ensuite, nous en venons au chapitre 12 où elle continue de se dénigrer en fait. Elle retourne au lycée et au lycée elle fait la rencontre d'un garçon de son âge, donc un peu plus vieux, je crois qu'il a 1 an de plus,
qui s'appelle Evan. Evan est un beau garçon qui plaît aux jeunes femmes et du coup il se prend de notre petite Solène et les deux se mettent ensemble sans que Solène ne comprenne trop pourquoi. Il se dit il pourrait avoir tellement mieux que moi et au final il sort avec moi, donc on voit vraiment qu'elle n'a pas confiance en elle dans ces moments. Au chapitre 13, donc elle commence à mesurer ses calories sur internet. Et alors ça, je vois très bien la scène, puisque même moi dans ma vie, j'ai vu des personnes faire ça, notamment mon ancienne petite amie de quand j'étais vraiment plus jeune, qui faisait ça, qui avait des applications sur son téléphone, qui rentrait l'aliment, que ça lui donnait la calorie et son objectif de tant de calories par jour pour voir si c'était respecté ou pas, et donc Solène commence à peu faire ça. Donc au chapitre 14, Isabelle, donc qui est la maman, s'exprime parce qu'il y a aussi des interventions des proches. J'ai oublié de le préciser, mais en gros des moments, vous allez avoir des passages où c'est les proches qui s'expriment dans le livre, donc ce qui est très intéressant. Et la mère s'exprime sur le fait que des parents d'élèves sont venus lui faire un retour comme quoi votre fille a commencé à perdre du poids là, ça se voit. Ça se voit, mais c'est pas encore alarmant. Parce que pour 1m60 à 45 kg, oui, ça fait maigre. Mais c'est pas, on n'est pas à se dire encore, c'est de l'anorexie. On voit que la personne a perdu du poids, mais voilà. Gilles, par la suite, s'exprime qu'il était heureux pour sa fille malgré l'amaigrissement. Alors, pour faire le portrait de Gilles, donc qui travaille en tant que médecin, ça j'ai déjà dit, qui travaille dans la profession médicale du moins, c'est un sportif. Mais genre pas le sportif du dimanche qui fait 3 fois le tour du pâté de maison, qui rentre chez lui, qui bouffe McDo. Là, on parle d'un sportif d'assez bon niveau, qui fait des crosses, des trails, et qui est même à un niveau, je crois, régional ou départemental, et qui gagne et remporte des trucs assez hardcore, hein, donc c'est un gars qui a du cardio, et donc du coup, pour lui, c'est tout à fait normal que sa fille fasse du sport, mais il trouve quand même qu'elle maigrit un peu, mais il voit sa fille tellement s'épanouir dans le sport, être contente. En plus, Solène faisait du basket, donc il est tellement content de l'avoir en forme que malgré tout ça, il était content en fait. Au chapitre 15, elle a peur, Solène a peur du rejet parce qu'en gros, elle a eu une bonne note. Je crois que c'est en physique, chimie ou en maths, enfin une matière qu'on n'aime pas trop en général. Et elle a eu un 16 ou un 17, ce qui est déjà pour elle une note assez basse. Pour dire que moi, quand j'étais à l'école, au collège ou au lycée, si j'avais un 16 ou un 17, c'était bump et up. Pour elle, c'est une note basse. Et je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà une super note. Mais elle est un peu déçue. Elle aurait voulu avoir plus. Et du coup, il y a son amie à côté qui voit sa copie, qui est un peu en mode... elle tire un peu la gueule. Elle est là, elle regarde, elle se dit putain, j'aurais pu avoir plus, ça me fait chier, j'ai une sale note. Et en gros, Solène n'a pas envie de se plaindre en fait par rapport à cette amie qui est déjà normale. Elle se dit, je vais rien dire, c'est déjà une bonne note comparée à ça, mais moi ça me fait chier. Dans ce même chapitre, il y a une scène aussi où en gros son copain va, donc on parle d'Evan, pose la main sur la cuisse de Solène, et Solène le repousse un peu en disant non, tu sais très bien que j'aime pas quand tu me touches les cuisses, elles sont grosses, et son copain rigole, oh madame ne veut pas que je touche ses grosses cuisses. Et là déjà c'est un cataclysme en fait dans sa tête. Ça commence à devenir très pesant ce genre de mots pour elle. Nous sommes en décembre et arrivent les fêtes, donc en plus nous sommes en pleine période où tout le monde prépare les fêtes, donc vous savez de quoi je parle, le foie gras, la dinde, tous les plats un petit peu bien gras et où on se dit on perdra des kilos pendant les bonnes résolutions de l'année 2022 du coup là, mais résolutions que personne ne tient jamais. Et en gros, à Noël c'est un peu la catastrophe, c'est-à-dire que elle est déjà dans son anorexie mentale, donc sa petite voix la harcèle en lui disant arrête de bouffer comme une grosse vache. Et les toasts circulent. Et donc elle en prend un petit bout. Et en fait, à un moment, elle dit que nourrir son frère, donc en lui donnant le dernier morceau de pain par exemple, donc qui lui ne s'en prive pas, c'est se nourrir par procuration. Le fait de voir ses proches manger, entre guillemets, à sa place, ça lui donne le sentiment qu'elle a mangé. Mais comme elle ne l'a pas fait, ça la déculpabilise. La maladie, du moins, ne la culpabilise pas d'avoir trop mangé. Donc, voilà. Et passé cette scène-là, elle retrouve, en fait, sa mère, elle s'éteint dans la cuisine, d'ailleurs. Et sa mère lui fait la réflexion, oh, t'as maigri, mais tu es presque quasiment maigre, en fait. Hein. Et Solène va avoir une réponse dans sa tête qui est importante. Et elle dit, mais vas-y, traite-moi d'anorexique tant que tu y es. Et là, l'inconscient ressort en fait le mot anorexie.
C'est l'inconscient qui parle. Elle commence tout doucement à se rendre compte qu'en fait, il y a un souci, quoi, que son comportement est loin d'être normal. Donc sa santé commence à baisser tout doucement. Solène a de plus en plus froid, commence à être vraiment un peu plus faible en fait. Elle commence à avoir du mal à suivre les cours de sport, ses cours de basket qu'elle aime tant. Elle commence à un peu se traîner. Ça devient dur pour elle parce que le corps s'affaiblit. Elle en vient à se faire vomir aussi également. Et là, nous passons à un poids de 42,8 kg. Et elle reprend un petit peu de poids en fin de semaine sur le chapitre 17. Elle est à 43 kg. 42,8 kg, là, on commence à être... pour 1m60, ça commence à être un bel état de maigreur déjà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais essayez de vous imaginer un petit peu dans quel état elle pouvait être en fait. Au chapitre 18, elle va rechercher la définition du mot anorexie sur internet. Mais elle va se dire, c'est n'importe quoi, je ne suis pas anorexique. Elle se bute à cette idée. Et donc du coup, elle ne cherche pas plus loin, elle coupe le téléphone et elle en vient du coup à se dire, par contre, je vais éliminer un peu plus de calories. Et en pleine nuit, elle se retrouve à faire des pompes, des abdos et du gainage. À un tel point où la maladie va même la faire douter aussi de ses amis. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont sortir avec les copines et tout, etc. Comme vous faites des sorties avec vos potes. Et il va y avoir des pizzas en fait qui sont proposées à manger et tout, etc. Et elle se méfie ses amis en mode mais s'ils me donnent de la pizza, c'est qu'ils veulent me faire grossir, ils veulent m'engraisser. Je suis sûre que c'est parce qu'ils veulent pas que je sois mieux qu'eux en fait. Et mettez-vous à sa place 2 secondes. Vous qui avez des amis proches que je suis sûre que vous aimez, votre meilleure amie par exemple, et imaginez-vous vous dire, en fait, elle veut pas que je sois mieux qu'elle, donc je me méfie d'elle. C'est dur. Là, la maladie commence vraiment à prendre le pas. Elle commence aussi également à culpabiliser de ses mensonges et renie le sentiment de faim. Parce qu'il faut savoir que elle cache énormément en fait son anorexie, même si elle ne se l'avoue pas encore, aux parents, notamment en ne mangeant pas tout, comme elle le dit à la fin de son livre, en jetant la nourriture par la fenêtre, en se faisant vomir, en disant qu'elle a mangé un goûter excessif ou bien mangé à la cantine le midi alors que ce n'est pas vrai pour moins manger le soir. Et c'est en train de la rendre un petit peu zinzin dans le sens où elle aime sa famille, elle aime ses parents, elle aime ses amis. Et qui a envie de mentir à ses proches? Vous avez jamais eu à dire un mensonge à vos proches en vous disant par derrière, je m'en veux parce que j'aimerais tant lui dire la vérité, mais des choses qui vous bloquaient. C'est arrivé, je pense, à beaucoup de monde, voire à tout le monde. Donc elle était dans cette situation-là. Les parents commencent à ressentir le mal-être et de leur fille en fait, et le corps commence vraiment à se refroidir à ce moment-là. C'est-à-dire que la mère, Isabelle, rentre dans la chambre de sa fille, chauffage, il est à fond les ballons, et sa fille est quand même congelée. C'est-à-dire que le corps n'a tellement plus de réserve de graisse pour faire chauffer la chaudière, et la graisse sert aussi à isoler du froid, hein, que sa fille commence à avoir tout le temps froid, et elle se dit c'est pas possible. Plus les mots sont trash aussi au niveau de la petite voix, hein. Donc là on commence vraiment à entrer dans des trucs du style tu es immonde, tu es nulle, tu es grosse, t'es qu'une grosse vache, tu t'empiffres. En fait, je vais vous partager un sentiment personnel, mais tout le long de la lecture de son roman, et c'est tellement bien fait que j'ai presque humanisé cette voix, ce démon comme elle l'appelle. Je l'ai humanisé, et au bout de, je sais pas, 100, 140, 150 pages, la seule chose qui vous met en tête, c'est « Putain, tu vas fermer ta gueule quand ?» En fait, Solène, tout le monde pourra être Solène. Tout le monde peut s'attacher à quelqu'un comme Solène. Et d'entendre ce démon-là, ça rend littéralement fou. Elle aimerait aussi inconsciemment que ses amis l'aident, le remarquent. Mais dans un autre sens, sa maladie fait que, oh non, justement, faire en sorte que ça ne se remarque pas, pour mieux que je t'isole, pour mieux que je t'enferme. Et c'est là où la maladie prend vraiment de plus en plus le pas et affaiblit de plus en plus. Car plus ce n'est faible, plus c'est simple pour cette voix de prendre toute la place. On descend à 39 kilos. Là, ça commence à faire beaucoup. Un moment, Solène va s'apercevoir dans la glace, j'en ai une qui est juste à côté de moi là, et en gros, elle s'aperçoit, l'espace d'un instant, comme elle est réellement, et elle prend peur, elle voit cette jeune femme maigre, pâle, cernée. Et d'un coup, le cerveau, ou la maladie qui est dans le cerveau, en tout cas ce démon, va changer l'image. C'est-à-dire que, en gros, Solène va se voir 3 secondes après complètement énorme et obèse. Et il y a un passage de ce bouquin qui est intéressant. Quand elle se retrouvera en hôpital plus tard,
le médecin va lui dire, vous prenez un cordon, vous me faites le contour en fait de vos cuisses comme vous l'imaginez. Donc Solène, en gros, elle va faire vraiment ça. Admettons, hein, c'est vraiment, je fais le geste comme ça. Et ensuite, le médecin lui dit, passez le cordon autour de votre jambe, que l'on voit réellement le diamètre de votre cuisse. Et là, elle passe le cordon, et il dessine par-dessus, en fait, le premier cercle avait déjà été dessiné pour le garder en mémoire. Et là, pour montrer à Solène que son cerveau dissocie la réalité, les images de la réalité. Voilà. Donc, c'est aussi ce qui se passe à ce moment-là dans la glace. Mais ça, elle ne le sait pas encore, elle ne l'apprendra que plus tard, pendant les séances de psychothérapie, en fait. Au niveau de son corps, fatigue, froid, et le mot anorexie la terrifie et la perte des menstruations. Peu à peu, le terme anorexie vient dans sa tête, mais elle le rejette. Elle le renie brutalement. Et au niveau de son corps, il y a un dérèglement hormonal qui se fait dû à la perte de poids massive, en fait. Donc, elle est maigre, déjà. Elle perd de ses menstruations, donc du coup de ses règles, hein, de son cycle hormonal. Elle commence à développer de la pilosité. Il y a plein de choses en fait comme ça qui se mettent en place pour que le corps, justement, essaye de dépenser le moins d'énergie possible inutilement et garder le peu de réserve, je pense, qu'il lui reste. Je suis pas médecin, mais je pense que c'est un petit truc comme ça. Une fois en boîte, elle va avoir contact avec une Juliette. Et cette Juliette est une anorexique qui a été diagnostiquée, qui se bat et qui n'est plus du tout dans le déni de sa maladie. Et elle arrive à avoir, un moment, ses amis l'isolent. Et le problème, c'est que Solène va boire des verres pour s'amuser, parce que là, elle est fatiguée, elle n'y arrive plus. Va boire 2-3 verres, mais le fait de se dénutrir plus l'alcool, le combo, c'est fatal. Et en gros, elle fait un mini vertige. Pardon, excusez-moi. Elle fait un mini vertige, et elle est vraiment pas bien. Donc voilà. Et elle arrive finalement à parler à cette Juliette qui la met en garde. Et Solène commence à avoir une micro prise de conscience quand même, au point de se dire, si cette fille me parle, c'est qu'il y a un problème. Les parents sont aussi maladroits dans leurs paroles. Ils ne sont pas encore au courant que leur fille est diagnostiquée, mais le fait de voir qu'elle s'amaigrit et de presque la culpabiliser, c'est pas ouf. Genre au ski par exemple, sa mère lui a dit il faudra mieux remanger en regardant sa fille qu'elle traitait déjà de maigre en fait. Et pour Solène, c'est un cataclysme d'entendre ça. Bien évidemment, ce n'est pas malvenu de leur part. C'est malvenu de leur part justement, mais ce n'est pas volontaire. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est malade, que vous ne le savez pas, vous pouvez être indélicat, ou même dans la vie de tous les jours, et c'est ce qui arrive un peu aux parents. Là, on en revient à la consultation du médecin généraliste par rapport au problème des règles, et Solène y va seule. D'habitude, elle y va avec sa maman, qui est une présence rassurante, sécurisante pour elle, mais là, la mère lui dit tu vas y aller. Et en gros, en fait, elle va dans le bureau du médecin, et elle parle de ce problème de règles, elle dit je crois que j'ai perdu un petit peu de poids. Le médecin la pèse, le verdict tombe, 38 kilos. Et là, il lui fait comprendre, vous êtes anorexique. Vous êtes dans une anorexie mentale. Et là, le traitement se fait, donc antidépresseur et anxiolytique, en attendant qu'une place se libère en hôpital, parce que là, à ce moment-là, l'hospitalisation est presque une évidence, mais le médecin généraliste va quand même envoyer la petite famille voir un médecin spécialiste des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA, qui lui va vraiment appuyer la thèse du il faut l'hospitalisation, quoi. D'ailleurs, au passage, l'annonce de l'anorexie a été un choc pour la mère, donc le médecin généraliste l'a fait rentrer par derrière, elle lui apprend. Et ensuite, c'est bien l'annonce du père, bien l'annonce du frère, et c'est un peu un cataclysme pour toute la famille. Les parents culpabilisés se demandent où ils ont foiré, et au chapitre 26, on a un craquage du papa. En fait, il faut savoir que les repas, à ce moment-là, étaient devenus dans une ambiance pesante. Solène se nourrissait par procuration de l'alimentation de ses proches. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle surveillait les plateaux de repas de tout et tout le monde. Imaginez-vous à table avec votre famille, et quelqu'un regarde la quantité que vous mangez, à quelle allure vous la mangez, et vous limite vous nourrit, pas de force, mais vous dit tu devrais reprendre de ça, c'est pas bien, t'as pas assez mangé, et vous voyez que cette personne se dénutrit. Je pense que ça fout un peu un froid. Et l'ambiance est vraiment devenue pesante, et le père, en plus de ses soucis au boulot, en plus des soucis de son père à lui, qui du coup est le grand-père de Solène, qui a fait un cancer et qui est sous chimio, il me semble, à ce moment-là, commence à littéralement péter un plomb et balance les oranges sur la table. Il dit j'en ai marre, j'en peux plus. Ce qui déclenche chez Solène une crise d'angoisse énorme, et elle tombe un peu dans les vapes.
et elle va se relever derrière, mais vraiment elle était secouée et son père s'excuse, lui dit je voulais pas, c'est par rapport à la maladie, c'est par rapport à toi. Donc on arrive à la page 145, chapitre 29, J-2, la mère va prendre en photo sa fille. À la demande de Solène, Solène va voir ce moment, lui dit « Maman, pour ne jamais oublier ce que je viens de vivre, pour que je me souvienne toujours et que ça ne se reproduise jamais, et surtout si un jour je dois raconter mon histoire, je veux que tu me prennes en photo. » Et j'ai trouvé ce passage très poignant parce que la mère est en larmes, mais elle accepte et voit sa fille se dévêtir, donc en soutien-gorge culotte, en sous-vêtements complètement, et elle voit les os saillants de sa fille, de sa chair, de son sang, en fait, de l'amour d'une mère, ça doit être terrible. Et du coup, elle la prend plusieurs fois en photo sous différents angles et elle prend à la fin sa fille dans ses bras et sa fille dit « Je te promets, je vais guérir ». Au passage, vous pouvez retrouver des photos sur internet. Moi, je ne les afficherai pas parce que je suis pas là pour ça non plus. Mais vous pouvez retrouver des photos sur internet de Solène. Donc, en poids de forme, avant la maladie et au plus mal de sa maladie, à 33 kilos. C'est des images un peu choquantes. Je n'ai pas envie de les afficher et je n'ai pas envie non plus de véhiculer cette image-là de Solène. On raconte son parcours, son histoire de vie, son combat. Je ne suis pas là pour montrer du choquant et dire voilà, regardez ce qu'elle était devenue. C'est du respect. À mes yeux, en tout cas. Donc bref, on en était où? Voilà, donc elle prend des photos de sa fille et au départ pour partir à l'hosto, et donc elle va dire une dernière fois voir ses amis au lycée, donc tout le monde la réconforte, c'est un grand moment pour elle, mais déjà à ce moment-là, elle est coupée de ses émotions et ensuite elle va aller donc dans cet hôpital. Et elle va avoir une absence d'émotion, là encore pareil, donc on est le 23 mars 2015 quand elle rentre à l'hôpital. Souvenez-vous bien de cette date, elle est importante. Et donc elle va faire un déni un petit peu de sa maladie, elle va dire « Mais qu'est-ce que je fous là, c'est pas normal, je suis pas malade, toutes ces filles sont plus mecs que moi, pourquoi moi je suis là, je mérite pas ma place ici ?» Et ça c'est la petite voix aussi qui lui dit énormément. On tombe à un poids de 34,7 kg. On commence à être au plus bas. Ça va finir par se tasser, elle descendra pas forcément bien plus. À savoir, dans l'hôpital, les médecins fonctionnent par contrat pour octroyer ce qu'ils appellent des libertés. C'est-à-dire qu'en gros, tant que Solène n'a pas repris de poids, elle n'aura ni contact avec l'extérieur, ni par lettre, ni par SMS, elle n'a pas le droit à son téléphone, à son ordinateur portable, à ses cours, à quoi que ce soit. C'est l'isolement total. Et tant que Solène n'a pas compris que la nourriture n'était pas son ennemi et qu'elle ne reprenait pas de poids, elle n'aurait pas de liberté. Et ça peut paraître cruel comme chantage, mais malheureusement c'est le seul moyen de faire comprendre à ses patients que la nourriture n'est pas l'ennemi et qu'il faut prendre du poids. Manger est important, certaines graisses sont cruciales, comme le beurre par exemple qui reviendra souvent dans le livre. Dans cet hosto, on a la présence de Juliette, donc qui est, souvenez-vous, celle qui était en boîte et qui a prévenu Solène. Et Juliette n'en a plus pour très longtemps, elle est là surtout ici parce que elle a une petite baisse de morale, plus vraiment par rapport à la nourriture. Elle a toujours des TCA, hein, mais ça va mieux, elle a repris du poids et simplement elle est là parce qu'elle a une petite baisse de morale, donc voilà. Les infirmiers dialoguent beaucoup avec elle et au chapitre 34, on commence à vraiment tomber dans le vif du sujet avec 33 kilos, qui sera le poids le plus bas qu'elle a atteint durant ses maladies. Ensuite va s'en suivre au fur et à mesure de son hospitalisation des thérapies familiales avec la mère et le père, des thérapies multifamiliales où on inclura le petit frère de temps en temps et de temps en temps les familles se retrouveront entre elles avec les patientes et les patients d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'ils sont tous en groupe, les malades et les familles, pour s'exprimer, dialoguer, dire leurs craintes, leur culpabilité, ce qu'ils ressentent, et ça aide littéralement beaucoup de monde de parler, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Il y a même un passage où le père dit « Et là, à ce moment-là, je vois 4 papas avec des chaussures de sport, de trail, de running, ce que vous voulez, et je culpabilise car ai-je peut-être emmené ma fille avec moi à cause du sport que j'entretiens de manière régulière. » Donc les parents cherchent des réponses quand même. Hein. Au chapitre 41, elle intègre sa maigreur et en entendant les autres lui dire en fait, c'est-à-dire que tout le service doit lui dire mais tu es maigre, enfin voilà, ils se disent entre eux mais parce que pour se faire comprendre, et c'est même limite pas un compliment chez eux, mais ils se sourient parce qu'ils comprennent qu'ils sont dans le même combat. Lilou, qui va devenir très importante, Lilou pour Solène à ce moment-là de son hospitalisation,
c'est un pilier pour elles, valide d'un lien très fort, même si elles n'ont pas le droit de communiquer entre malades dans le service. Elles arrivent à se faire passer des petits mots ou aller en secret dans les chambres. Elles se font griller 2-3 fois. Le docteur H, qui est le docteur le plus, si je puis me permettre, pet sec de l'unité, va réprimander fortement Solène pour aller voir Lilou. Mais elles se soutiennent à deux et elles comprennent qu'elles sont dans le même combat, donc Lilou va devenir vraiment très importante. Donc justement, en osant au docteur H, qui est quand même hyper dur dans ses mots. Au début, je la trouvais très dure. J'avais même un petit peu pas d'amertume envers cette femme, mais je me disais, tu pourrais quand même être un peu plus douce, un peu plus dans les formes. Mais en fait, elle faisait ça uniquement pour faire des électrochocs. Certains médecins étaient plus doux. Elle, c'était un petit peu le médecin maton de l'histoire qui faisait des électrochocs à Solène pour que vraiment elle s'en sorte. C'était pour son bien, ce n'était pas pour être méchante ou pète sec, c'était voilà, vraiment comme ça. Malgré que chacun, du coup, avait un petit peu les pétoches avant un entretien avec le docteur H. La solitude pour Solène dans cet isolement total à l'HP est de plus en plus insoutenable. Donc vraiment, il faut s'imaginer. Imaginez-vous, même en temps de confinement, là, on a eu les confinements et tout ça, je pense que pour certains, vous l'avez mal vécu. Imaginez-vous enfermé dans une chambre. Vous voyez que des infirmiers, on vous apporte vos plateaux repas, et vous avez des rendez-vous médicaux, et c'est tout. Pas de rapport avec vos amis. Je vous enlève votre téléphone, votre ordi, là, vous pouvez plus parler à vos potes. Vous voyez plus vos parents, vous voyez plus personne. Ça fait bizarre, hein, de s'imaginer ça. Prenez le temps, mettez la vidéo 2 secondes en pause, mettez-vous dans une pièce seule 2 minutes sans téléphone, sans rien. Ah ben vous allez trouver le temps long, je vous le garantis. Au chapitre 43, donc c'est l'anniversaire de Solène, nous sommes le 2 juin, et elle a exceptionnellement, par le docteur H, une visite d'1 heure autorisée avec ses parents qui lui rappellent bien que vous ne l'auriez pas eu en temps normal cette visite, hein. Donc elle arrive à voir ses parents, elle est contente, ça passe vite, elle a quelques cadeaux, mais voilà. Au chapitre 44, on a 34 kg 1. Au chapitre 46, elle exprime donc que la petite voix devient obsédante et qu'elle a besoin de l'oublier, donc elle aime la télévision. Et en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'elle monte le son à fond, mais à la télévision, qui est l'image de la société de consommation actuelle, je ne pensais pas, même moi, ça a été une découverte, en même temps, c'est si logique. Pour un anorexique, c'est un enfer. Allumez votre télé, regardez les pubs 5 secondes. Vous allez voir des pubs pour les fast-food où il y a marqué manger 5 fruits et légumes par jour en dessous, des pubs granola ou pour des céréales allégées ou pour des machins, donc ils vous rappellent sans cesse que maigrir c'est important, comme si, et comme elle le dit elle-même, comme si maigrir était inscrit sur toutes les pubs. Et dans chaque pub que vous allez voir, Nivea ou je sais pas, ebooking.com sur des trucs de voyage, elles sont comment les nanas que vous allez voir partir en voyage ou pour des pubs de crème, de soins beauté, etc. tout ça, ou de lingerie. Elles sont comment les nanas? Est-ce que c'est des nanas bien portantes? Ou est-ce que ça va être des femmes avec de belles formes, un ventre bien plat, des seins bien rebondis, un petit cul bien ferme? Excusez-moi du terme, mais on n'est pas là non plus pour là. Réfléchissez à ça 2 secondes. Alors oui, la société commence un petit peu, et je le vois, à évoluer là-dessus. Par exemple, sur le fait qu'on inclut les homosexuels maintenant dans les pubs, par exemple pour e-darling ou des machins comme ça je le vois parce que je suis moi-même de la communauté LGBT, ça me saute un peu plus aux yeux. Mais j'ai pas vu tant de vidéos que ça avec des gens un peu plus bien portants. Les hommes, oui. Les femmes, déjà, ça vient un peu mieux. Alors en 2015, imaginez. Chapitre 47, un simple changement de chambre lui fait littéralement péter un câble. C'est-à-dire qu'un jour, le médecin H vient la voir dans sa chambre et lui dit « Écoutez, c'est pas contre vous, mais on va vraiment vous changer de chambre. » Et là, pour Solène, qui a pris l'habitude de son cocon, de sa chambre qui la sécurise malgré qu'elle déteste l'isolement, là, c'est le drame, c'est l'explosion. Et on vient, la petite voix lui dit « Tu vois, à l'école, on n'a pas voulu de toi, tes parents, ils t'ont lâché ici, et maintenant, même ici, on veut plus de toi, on change de chambre, t'es vraiment nul. » Voilà. Donc elle explose. Elle est trop faible, elle tombe par terre, c'est un drame. Et elle se retrouve dans cette nouvelle chambre qui ne donne plus sur le parc de l'hôpital où sont les autres malades, des autres unités psychiatriques atteintes, je sais pas, de schizophrénie ou de trucs plus graves, entre guillemets plus graves du moins. Là, elle se retrouve dans une chambre qui donne sur la ville avec les trams, les parkings, les bâtiments où travaillent les gens, où vivent les gens, etc. Donc de là, elle arrive de temps en temps à voir ses parents passer et rentrer dans l'hôpital et arrive à lui faire un signe de la main quand les visites ne sont pas autorisées. Et le fait de ce petit rapport visuel, déjà, ça permet à la famille de un peu mieux vivre les choses.
Donc, nous en arrivons à des moments où dans l'unité où il y a des activités qui sont organisées qui plaisent énormément à Solène, où elle peut voir les malades. Et il y a un truc qui est très beau. Souvenez-vous de qui je vous ai parlé. Je vous ai parlé d'une petite, c'est Lilou, qui est avec elle, et avec qui elle a lié un lien très fort. Et un jour, les parents de Solène vont déposer un sac aux infirmiers, comme ils n'ont pas le droit de voir leur fille, ce n'est pas un jour de visite. Ils déposent le sac, les infirmiers vont voir Solène, lui dépose le sac, et à l'intérieur de ce sac, quelque chose de très émouvant, moi je trouve, alors j'imagine la réaction de Solène, elle découvre une photo avec ses parents, et les parents de Lilou. Ouais, c'est pas grave, c'est mes chats qui font des conneries. Avec les parents de Lilou qui sont en train de tout simplement, voilà, être ensemble, prendre l'apéro et qui se soutiennent dans le combat car c'est un combat pour les parents aussi. Il y a des petits déjeuners collectifs aussi qui sont organisés et à partir de ce moment-là, Solène elle veut vraiment s'en sortir. Elle a le déclic, elle en a marre, j'en ai marre de cette maladie, je veux sortir d'ici. Elles se le promettent avec Lilou, elles se disent on sortira d'ici. Donc au petit déjeuner collectif, c'est pas comme le déjeuner en chambre. Là, c'est à volonté et c'est suivant ce que vous avez envie en fait. Et donc du coup, elle va faire l'effort de prendre des tartines de beurre et ça c'est important, une tartine de Nutella. La petite voix lui dit tu es folle de prendre ça, c'est bourré de sucre, c'est bourré d'huile de palme, tu es folle, tu vas grossir, tu es moche, tu es immonde, tu es déjà laide. Et elle prend et elle arrive à manger, elle dit je ne sais pas si c'est de la satisfaction ou de la fierté, mais en tout cas c'était tellement bon. Et là elle commence à reprendre l'ascendant. Le combat est compliqué parce que d'une semaine à l'autre, Solène soit reprenait du poids, soit perdait du poids. Donc c'était toujours difficile pour les parents qui avaient le droit d'appeler tous les jours en fait, de savoir un petit peu, toujours une fois par semaine, je sais plus. Je me mélange un peu là-dessus, mais qui en gros avaient des nouvelles régulièrement et chaque jour en fait, ça pouvait, le lendemain pouvait être, voilà, ils avaient le droit d'appeler tous les jours et le lendemain pouvait être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Nous arrivons à 37,7 kg. Donc, avant ça, en fait, avant cette pesée-là, elle avait eu ses lettres qui s'étaient accumulées au total, mais elle n'avait pas le droit de les avoir parce que ça marche par récompense, entre guillemets. Elle a repris du poids, donc elle a le droit à ses lettres qui sont au nombre de 31 et continue la psychothérapie où on se rend compte que, en fait, Solène se voit encore comme une enfant et a peur de grandir et la maladie la sécurise comme quand elle était enfant et la garde dans ce cocon. Voilà. Au chapitre 50, on a des séances endocrinologiques, gérées. Et en fait, comme elle va être changée littéralement d'hôpital, c'est-à-dire qu'elle est dans le service de base là où est traitée son anorexie, et ils vont la changer d'hôpital pour la faire partir en endocrinologie, et de là, elle va pouvoir subir des examens parce que son corps a subi beaucoup de choses. Il faut savoir qu'une perte de poids aussi drastique emmène des problèmes hormonaux, les ongles cassants, les cheveux qui tombent, le teint pâle, les problèmes de règles, la surpilosité. Il y a des soucis aussi, elle risque de devenir stérile en fait, clairement. Elle risque de développer des maladies pulmonaires, cardiaques, se retrouver dans un hôpital parce que le cœur n'arrive plus suffisamment à battre. Rendez-vous compte quand même de tout ce que l'anorexie peut engendrer. Et donc du coup, elle est dans ce service-là, et comme ça change de service, les règles ne sont plus les mêmes, et elle arrive à revoir ses amis depuis déjà quelques mois qu'elle les avait pas vus, et ses parents qui viennent la voir, mais malgré tout, l'hôpital dans lequel elle est, lui manque. Pourquoi ? Parce qu'il y a un repère, et elle cherche un repère. Pour Solène, un repère, c'est sécurisant. Et pour elle qui a tellement peur de grandir, elle a tellement besoin d'avoir son truc, c'est un truc sécurisant, un cadre protecteur, qu'elle a tellement pris ses habitudes en fait à l'hôpital que voilà quoi, pour elle a envie d'y retourner. Et je suis désolée, je suis un peu émue en parlant de ça aussi, mais parce que moi je me rends compte, et j'ai vraiment lu tout le bouquin, j'imagine les choses, et je me rends compte à quel point c'est un combat qui est compliqué. On arrive à 38,2 kg. Et le 6 novembre, elle fait un petit retour au lycée, donc elle a le déclic à nouveau de se battre. Je retourne sur cette page. Et au bout de 9 mois, voilà, j'en arrive sur la fin, et la vidéo, je pense, aura déjà duré un moment. Au chapitre 53, après 9 mois d'hospitalisation, elle est enfin libre. Attention, libre, mais le combat n'est pas fini. La rechute chez les anorexiques, c'est pas rare. Et pour être sûr que la petite puce, qui n'est pas encore totalement guérie à cette époque-là, pour ses parents en tout cas,
se disent on va quand même la placer en hôpital de jour, on va placer notre puce en hôpital de jour. Et en fait, l'hôpital de jour, c'est en gros, vous y allez. Moi, j'ai été en hôpital de jour, j'y allais 2 demi-jours par semaine, voire 3. En gros, c'est des hôpitaux où vous allez avoir des temps de repas collectifs. Parfois, nous, on en avait. Des ateliers. Moi, j'y allais pour me resociabiliser parce que j'étais... j'en ferai peut-être une story time si ça vous intéresse, un petit peu mon parcours. Mais en gros, voilà, vous avez des ateliers où vous voyez d'autres malades, entre guillemets, ou moi, à l'époque, c'était d'autres ados à problème. J'ai connu d'ailleurs là-bas une anorexique et une personne qui se mutilait, mais c'est pas le sujet. Et donc voilà, on était tous mélangés, on faisait des ateliers, donc j'imagine que c'est un peu le même contexte, mais dans un cadre un peu plus basé sur l'alimentation, dans le cas de d'autres Solène. Donc l'histoire a quand même duré de 2014 et nous sommes le 30 décembre 2015. Rendez-vous compte, 1 an et demi. Hein. Elle recommence à y croire et sur la fin du livre exprime le débrief en fait 2 ans après. Et que clairement, déjà, elle explique à quel point ça a été compliqué, qu'aujourd'hui, elle a juste envie d'être heureuse, qu'elle a envie d'être une femme comme tout le monde, avec ses formes, que la maladie ne contrôle plus. Elle explique en fait tout le débrief de tout ce qui se passait, qu'elle est encore dans ses études, qu'elle est heureuse en fait, et qu'elle se bat encore pour s'en sortir, qu'elle fait attention, qu'elle a encore un peu suivi, etc. Tout ça. Et elle fait ses remerciements à la fin à toutes ses amies, à sa famille. Et de ce que j'ai pu voir sur internet, Solène Révol a fait un 2e bouquin. Donc si vous voulez que je travaille dessus, vous me le dites en commentaire. Je ferai un travail. Et donc je crois que le titre de mémoire c'est le lâcher prise, c'est la libération ou quelque chose comme ça. Donc ça doit aussi, je pense, toucher cette SCA. Donc elle doit en parler parce que vraiment il y a aussi cette notion de lâcher prise qu'elle n'avait pas du fait de son contrôle. Mais voilà. Et elle remet aussi à la toute fin, on l'apprend, ce journal, en fait à la base c'était un journal intime, elle le remet à Coralie et Inès, c'est 2 plus fidèles amies qui ne l'ont jamais abandonnée, qui ont toujours pensé à elle, et elle leur dit, voilà, je sais que j'arriverai pas à vous en parler, je n'arriverai pas à vous expliquer de moi-même, mais dans ce journal intime que j'ai tenu à l'hôpital, j'ai écrit toutes mes pensées, et je pense que vous trouverez des réponses aux questions que vous étiez posées. Et en fait Coralie s'exprime et dit, mais des réponses, c'est tout ce qu'on attendait. Voilà. Donc, c'est tout pour l'histoire de Solène Révol. Alors, ce que moi, j'en ai retenu de cette lecture, c'est que déjà, si vous avez, vous qui me regardez, repéré des troubles du comportement alimentaire chez vos amis, n'hésitez pas à leur en parler. Ne les laissez pas seuls s'enfoncer dans la maladie. Vous ne regretterez jamais de leur en avoir parlé, comme expliquait Solène. Et quant à moi, j'en sais un peu plus sur tout ça. Je trouve... On traite vraiment du sujet de Solène et je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage d'écrire ce journal intime et de le publier ensuite. Je sais que pour certains c'est encore compliqué, parfois tabou, parfois la honte aussi, alors qu'il n'y a pas à en avoir de publier ce genre de choses. Mais moi j'ai trouvé ce combat extrêmement courageux. Et j'espère de tout cœur qu'elle s'en sortira, que les rechutes ne se feront plus, même si je sais que c'est compliqué. Et aussi, là c'est un mot qui est personnel, moi, je donne du courage et de la force à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à toutes les personnes en TCA. Je connais des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire qui sont mes proches. Je vous envoie plein de bonnes ondes à vous et à ceux qui me regardent. Et n'oubliez jamais que, après avoir lu l'histoire de Solène, j'ai compris une chose. C'est que le bonheur, il est simple parfois et il suffit de l'apprécier. Et que malgré les combats les plus difficiles qu'on ait menés, on peut toujours s'en sortir. Solène Révol faisait quand même 33 kilos au plus bas de sa maladie. Et aujourd'hui, elle est remontée à un poids, je dirais, correct. J'ai pas réussi à savoir si elle était dans un poids de forme ou pas, sur une AMC ou quoi. Mais elle a passé 9 mois d'hospitalisation. Elle a vécu l'isolement total. Elle a vécu cette voix dans sa tête qui était une véritable horreur, un véritable démon. Et elle l'a vaincu. Et elle s'en est sortie. Alors quoi que vous viviez, quoi qu'il vous arrive dans la vie, gardez toujours espoir. Et sur ce, pour moi, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, que j'essaierai de faire un petit montage. Je vous promets de rien de quali. Je ne sais même pas si j'arriverai à faire le montage ou je la publierai comme ça. Mais en tout cas, la prochaine vidéo sortira sûrement dimanche ou lundi prochain. Abonnez-vous, mettez la cloche de notif et vous verrez bien. Mais je pense que je vais les faire le lundi matin. Comme celle-ci sortira sûrement le lundi matin à 10h. Et voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous conseille réellement ce livre. Procurez-vous-le et si vous le voulez, si ma vidéo ne vous a pas suffi, prenez le temps de découvrir son histoire. Plongez-vous dedans. Ouvrez votre cœur aussi à ce qu'elle vous dit et comprenez l'histoire réellement de son combat et ce sera tout pour moi.